Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à votre épargne retraite, voire peut-être aussi à votre épargne salariale, nous verrons, mais dans un contexte en tout cas d'inflation. Est-ce que le contexte inflationniste que nous connaissons en France, mais aussi en Europe depuis plusieurs mois, remet en cause des stratégies d'épargne retraite, voire remet en cause l'approche globale que l'on peut avoir vis-à-vis de l'épargne que l'on conserve pour sa retraite? Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés par deux experts sur le plateau de Smart Patrimoine. Catherine Peilloni qui est avec nous tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Epsens et nous avons le plaisir d'être accompagnés également par Gilles Belloir, directeur général de placementdirect.fr. Bonjour Gilles Belloir. Absolument, bonjour. Bienvenue à tous les deux. Catherine Peilloni, première question pour vous. Quand on parle d'épargne retraite, on parle généralement d'investissement sur un temps long. Alors, on peut aussi commencer à épargner pour sa retraite 6 mois avant la retraite, mais généralement, l'épargne ne va pas tellement fructifier avant qu'on arrive à la retraite. Quand on parle d'investissement ou de placement sur un temps long, sur sa retraite, et qu'on est face à plusieurs mois, voire une année particulièrement inflationniste, est-ce que ça a tendance à changer la stratégie qu'on peut avoir mis en place ou à laquelle on peut avoir réfléchi pour justement épargner pour sa retraite ? Bien, je pense que ça doit avoir tendance à pousser l'épargnant à encore plus effectivement préparer sa retraite. D'accord. Ouais. Et à aller sur des placements dont les risques sont peut-être plus élevés, mais dont il est prouvé, quand on regarde ce qu'on appelle les backtests, l'historique, que les placements plus risqués sur une durée longue, c'est quand même ceux qui dégagent la rentabilité la plus forte. D'accord. Donc, le père collectif en épargne salariale permet effectivement de diversifier ses actifs, permet un blocage aussi de ses avoirs, sauf achat de la résidence principale, qui d'ailleurs est quelque part aussi un moyen de se constituer des actifs. Un patrimoine immobilier, donc potentiellement, bien sûr. Oui. Et aussi donc de bloquer des actifs qu'on aura pu investir effectivement sur des poches de placement a priori plus risquées, mais qui sur une durée longue, je le répète, mais c'est important de le savoir, se traduisent par des performances également plus élevées. Quand vous voyez aujourd'hui que le livret A à 2% n'est pas très loin de son taux d'attractivité à 2,5% et que l'inflation actuellement est à 6%. Bien sûr, oui. Mais le livret A est quand même 2 fois plus élevé qu'avant. Certes, mais enfin, comme vous voyez, oui, il est loin de l'inflation, c'est vrai. Vous perdez 3%. Enfin, c'est un calcul juste mathématique. Donc le contexte inflationniste invite pas forcément à changer de stratégie, mais est un rappel finalement au fait que le temps long permet d'aller sur des investissements plus risqués. Et les gestions pilotées qui ont été donc mises en place, avec plus vous êtes loin de la retraite, plus vous êtes investi si vous n'avez pas choisi la gestion libre, c'est-à-dire vous occupez vous-même de vos placements. La gestion pilotée est aussi un élément particulièrement positif puisque quand vous êtes encore loin de la retraite, vous êtes positionné sur des placements plus risqués et évidemment moins risqués plus vous approchez de l'âge de la retraite. Alors, donc l'inflation, oui, c'est une donnée, j'allais dire pas positive, mais qui ne peut que renforcer cette nécessité de se constituer une épargne forte au moment de la retraite. Alors, on va revenir sur la gestion pilotée. Juste avant, Gilles Belloir, même question. Donc, du coup, la réponse à l'inflation quand on parle d'épargne retraite, c'est les placements plus risqués, selon vous, à partir du moment où, comme l'a rappelé Catherine Peilloni, on a du temps long devant soi. Voilà, tout l'enjeu pour l'épargnant aujourd'hui, c'est de bien mettre en cohérence son allocation financière avec son horizon d'investissement. Et typiquement, l'outil préféré des Français aujourd'hui pour l'épargne retraite, c'est l'assurance vie. Et l'assurance vie est un instrument très utile. Il a ce petit biais qui le permet d'être liquide à tout moment et disponible à tout moment. Bien sûr, oui, oui. Et du coup, les épargnants avaient logiquement pris l'habitude de se dire « Ah oui, comme c'est un placement liquide, on ne sait jamais au cas où, je préfère une allocation financière qui sera la moins risquée possible. » Oui, parce qu'on veut que le montant sur ce deuxième compte courant, comme on peut l'utiliser pour certains, ou en tout cas ce compte d'épargne, mais accessible à tout moment, on veut que le montant ne bouge pas trop, ni à la hausse, ni à la baisse, quoi. Voilà, et pour autant, surtout pas à la baisse, quoi. Tout à fait. Et pour autant, quand on interroge les Français, en particulier ceux entre 40 et 60 ans, typiquement ceux qui préparent leur retraite, sur leur assurance vie, leur principal objectif d'épargne sur ce placement, c'est la préparation de leur retraite. D'accord. Okay. Donc souvent, on pouvait constater, et on peut toujours constater, un hiatus entre l'objectif de la personne et l'allocation financière qu'elle choisit. Donc on veut quelque chose de liquide, mais en même temps, on ne veut pas y toucher avant sa retraite. Exactement. C'est le
le biais constaté historiquement de l'assurance vie, qui servait d'ailleurs des rendements très généreux sur des placements sans risque, hein, avec le fonds en euros qui a été la justement, parce que là, qui revient un peu d'ailleurs dans le jeu, si je puis dire, du fait de l'augmentation des taux obligataires. Là, le fonds en euros redevient une stratégie de préparation de retraite ou pas forcément ? Alors non, pas tout à fait. Alors en particulier, puisque effectivement le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est comment couvrir son épargne retraite contre l'inflation. Et là, on voit bien que le taux du fonds en euros, avec en moyenne un 30, un 40 l'année dernière, est suffisant. Quand on a pris l'exemple du livret à 2%, effectivement, oui, d'accord, on en est encore loin. Oui. Exactement. Et effectivement, pour peu qu'on ait du temps long, ce que l'on va rechercher, c'est des placements. Typiquement plutôt des placements actions, hein, quand on regarde effectivement le rendement du CAC 40 depuis 1987, on voit que typiquement un épargnant qui aurait placé à 10 ou à 15 ans obtiendrait un rendement de l'ordre de 6%. Donc typiquement 6%, c'est effectivement le taux qu'on souhaite couvrir aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est des placements pour lesquels une durée, on va dire, minimale de 10 voire 15 ans est nécessaire pour envisager ce genre d'allocation financière. Mais alors, Catherine Pays-Lenic, ça pose quand même plusieurs questions, parce qu'effectivement, on parle d'investissements risqués sur le long terme. Donc, le long terme ne permet pas de diminuer le risque, mais de le lisser, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut, notamment si on fait de la gestion pilotée, se tromper plusieurs fois et avoir raison quand même à un moment. Mais là, aujourd'hui, on est dans un contexte inflationniste. On se dit que pour combattre cela dans son épargne, il faut aller sur des investissements risqués, notamment des actions. Mais quand on regarde la performance des actions européennes là, depuis le début de l'année, et notamment avec ce qui s'est passé sur les 3 derniers mois, ça n'invite pas forcément l'épargnant à aller placer son argent pour sa retraite sur des actions. Deux choses. D'abord, il faut revenir sur le fait que les marchés d'aujourd'hui ne préjugent pas des marchés futurs. D'ailleurs, comme les marchés de 2021 n'ont pas préjugé de ceux de 2022. Bien sûr. Et d'autre part, il y a peut-être des fenêtres d'opportunité, comme on dit, à saisir dans ces périodes-là, alors accompagné par des professionnels, hein, bien sûr. Et donc, l'épargnant n'a pas à choisir lui-même. On n'est pas dans un PEA où, effectivement, c'est lui qui va choisir les titres sur lesquels il investit. Là, en épargne salariale, il va investir dans ce qu'on appelle des FCPE, des fonds communs de placement entreprise, que va lui proposer son employeur. Dans ces fonds, il y a toujours un fonds plus risqué que les autres. Et dans la gestion pilotée, ce fonds va effectivement se positionner, va être positionné comme le fonds un peu majoritaire sur des horizons de placement long. Et si justement il démarre maintenant à un niveau de CAC, par exemple, qui est nettement inférieur à celui qu'il était il y a un an, tout laisse à penser que sur l'horizon long dont on parlait tout à l'heure, les choses vont s'améliorer. Donc s'il part d'un point plus bas, les choses peuvent s'améliorer. La gestion pilotée, juste un mot sur la gestion pilotée que vous mentionnez, c'est cette idée finalement de ne pas décider soi-même quelle action on gère, ou on achète ou on vend, mais de laisser des professionnels le faire, c'est ça ? Exactement. Donc c'est ce qu'on appelle maintenant la gestion par défaut, c'est-à-dire que si vous ne choisissez pas de vous occuper vous-même de votre épargne, notamment quand vous recevez vos bulletins d'options pour décider où est-ce que vous placez votre intéressement et où votre participation. Donc dans le cadre d'épargne salariale, vous rentrez dans le cadre de l'épargne salariale, vous rentrez dans cette gestion pilotée. Alors ça, c'est dans le cadre de l'épargne salariale. Est-ce que là, vous nous avez donné l'exemple de l'assurance vie, Gilles Belloir, on pourrait parler du PER également, mais à titre individuel. Est-ce que là aussi, ces stratégies de gestion pilotée sont des choses que l'on peut mettre en place ? Parce que vous nous avez donné l'exemple de cette assurance vie que l'on veut liquide, donc que finalement on gère un peu soi-même, parce qu'à partir du moment où on laisse quelqu'un d'autre gérer son épargne, ça veut dire que globalement, ça devient un petit peu moins illiquide. On peut quand même le faire sur ces produits personnels ? Oui, tout à fait. Il existe sur la majorité des contrats d'assurance vie modernes des formules qu'on appelle gestion pilotée, allocation pilotée, ce genre de choses, et par laquelle vous allez confier à un professionnel le choix des supports risqués sur votre contrat. Les supports risqués, on appelle dans le jargon les supports en unité de compte, et cela même nécessite une certaine connaissance des marchés, et beaucoup d'épargnants finalement vont dire oui, moi je suis d'accord pour
prendre une certaine dose de risque par rapport à l'horizon d'investissement que mon conseiller m'a expliqué, compte Bien tenu sûr, de la situation. Mais dans ce cas-là, moi, les supports, vous savez, ça ne me dit rien. Prendre tel fonds ou tel autre, telle action ou tel autre, moi, c'est pas mon métier. Ou alors, peut-être que c'est mon métier, mais j'ai pas l'envie de m'en occuper. Peut-être que je connais très bien. Et dans ces cas-là, des sociétés de gestion, en particulier, proposent ce service de gérer votre épargne risquée pour votre compte, moyennant un profil qui est défini à l'avance. On peut le changer, ce profil ? Alors oui, tout notamment à l'approche de la retraite, où on se dit, bon, bah, c'est bien, j'ai gagné, j'ai perdu, ou je suis revenu à l'équilibre, mais par contre, là, j'ai envie de sécuriser ce qui me reste pour, à l'approche de la retraite. Alors oui, absolument, et en particulier pour poursuivre cet objectif, le législateur a mis en place sur les plans d'épargne retraite individuels des allocations qui sont également des allocations par défaut et qui permettent, en fonction du niveau de risque que souhaite prendre l'épargnant qui prépare sa retraite, est-ce que je suis plutôt prudent, est-ce que je suis plutôt équilibré ou dynamique, qui vont mettre en place une allocation qui a deux gros avantages. La première qui, loin de la retraite à 10, 15 ou 20 ans, va prendre un certain nombre de risques, en particulier en investissant. Parce qu'on a le temps. Exactement, en investissant majoritairement sur des poches de type action et qui, 10, 5 ans avant la retraite, va faire varier cette allocation pour aller progressivement vers des supports sécurisants, alors ceux du fonds en euros ou des supports non risqués comparables. Et ces formules-là aident beaucoup l'épargnant finalement à se projeter sur la préparation de sa retraite. Une dernière question, Catherine Peillonic. Donc là, effectivement, on est sur la préparation de sa retraite dans un cadre d'inflation. Une question que peuvent se poser pas mal de gens qui nous écoutent, c'est est-ce que le contexte inflationniste actuel peut remettre en cause une stratégie d'épargne retraite pour se dire j'ai plus de pouvoir d'achat aujourd'hui et puis je verrai ma retraite demain parce que mon sujet, c'est aujourd'hui? Je ne suis pas sûre parce que, d'abord, le sujet, certes, est aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le taux d'épargne des Français reste d'abord très élevé. Je crois qu'on est à 16%, on sera à 16% en 2022. C'est-à-dire que, il y a eu un petit pic au moment du premier confinement, mais on n'est pas revenu aux 14% habituels. Ça veut donc dire qu'il y a une capacité d'épargne encore forte, qui va principalement aujourd'hui sur ce qu'on appelle les produits réglementés, le livret A, le livret d'épargne populaire, avec les taux dont on parlait tout à l'heure, qui sont plus élevés effectivement sur le livret d'épargne populaire. Donc on revient sur ce sujet de fléchage. Ce sujet de fléchage. Je pense que le contexte inflationniste qu'on vit aujourd'hui, même si des experts tendent à penser qu'à partir de septembre, les choses vont un peu se stabiliser, de toute façon, on n'en sait rien. Bien sûr, il peut revenir dans les années qui viennent. Je pense que la tendance à épargner pour la retraite avec des revenus de remplacement dont tout le monde sait aujourd'hui qu'ils sont franchement bien inférieurs au taux au salaire pendant sa vie active est une incitation forte et permanente à épargner sur des produits risqués. Donc inflation ou pas. Et fiscalement, préparer sa retraite aujourd'hui sur des produits qui permettent une défiscalisation, ça permet de récupérer un peu de pouvoir d'achat ou pas? Alors, quand vous êtes imposé, il faut savoir que le PER collectif vous permet de faire des versements, donc ce qu'on appelle le PER reco, permet aujourd'hui de faire des versements volontaires déductibles. Donc c'est très intéressant, me semble-t-il. Le salarié imposé fait des versements volontaires déductibles. Dans le cadre de sa tranche d'impôt actuelle, il aura une fiscalité à la sortie. On peut penser qu'il sortira quand il sera en retraite, donc avec des tranches d'imposition a priori plus basses. Donc une fiscalité, j'allais dire, entre guillemets, gratuite à l'entrée, quitte à avoir une fiscalité à la sortie, certes, parce qu'il faut bien payer à un moment. Bien sûr, les choses ne sont pas si simples. Ok, il aura une fiscalité à la sortie, mais a priori, avec un taux d'imposition plus faible que celui qu'il aurait aujourd'hui. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, dernier point, le compte épargne-temps qui permet à l'épargnant de mettre des jours de CET. On avait vu, vu que les RTT allaient peut-être être monétisés, sans impôt, sans CSG. Enfin, c'est les derniers débats et a priori les choses sont passées au Parlement, je crois pas encore au Sénat, à l'Assemblée nationale, mais en attendant le CET, ça vous permet aussi d'épargner de façon un peu indolore, puisque vous mettez des jours de congé et ou des jours de RTT à hauteur de 10 jours au total par an sur votre PERCO et ils sont monétisés sur la base de votre salaire. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Catherine Peillonic, directrice générale d'Epsens. Merci également Gilles Belloir, directeur général de placementdirect.fr. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 13h sur Bismart.